Alors effectivement, c'est, une audition un peu particulière puisque le texte nous est présenté rapidement de manière un peu formelle, et présenté comme, un simple changement de date, et un ajustement technique alors que ça a une signification, politique, extrêmement fort. Outre, ce qu'ont relevé nos collègues sur quand même les conditions d'examen, de et de discussion de cette semaine. Je reviendrai là-dessus, concernant ma question sur le texte, de la gestion des risques, sanitaires. Je rappelle ici, comme l'ont fait d'autres, que, cette prorogation va signifier un état d'exception exorbitant de droit commun qui donne des pouvoirs, à l'exécutif extrêmement étendus, essentiellement de police et de restriction des droits et des libertés fondamentales. Donc c'est loin d'être, purement technique. Et puis politiquement, je crois que cet, examen un peu, organisé en catastrophe traduit quand même l'échec, de la politique et de la stratégie, du gouvernement. Alors, j'ai entendu, à de nombreuses reprises le ministre répéter que la situation était, identique dans de nombreux pays dans le monde, certes, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Certains ont réussi à maîtriser bien mieux que nous la situation. Par ailleurs, ça ça rappelle, également, les propos qui ont été, tenus, au cours des derniers mois, lors de la première vague, lors de la deuxième vague, sur, le bilan, ne serait-ce que ça, puisque si on doit proroger un État qui donne des pouvoirs à un exécutif, soi-disant pour maîtriser une situation sanitaire, il faudrait peut-être faire le bilan de cette soi-disant maîtrise sanitaire. Et comme on l'a entendu sur, les tests, sur les masques, aujourd'hui sur les vaccins, tout cela est censé être géré de manière, tout à fait précautionneuse et prévue, et pourtant on se retrouve, dans une situation, de décalage, comme dit, pudiquement le 1er ministre, mais en vérité de pénurie, et en tout cas une désorganisation, le sentiment d'une désorganisation de l'État qui ne renforce pas la confiance de la population, je crois. Ma question précisément, c'est, lié à ce sentiment d'une désorganisation chronique, lié au texte sur, la gestion des crises sanitaires, qui a été enlevé de l'ordre du jour, de l'Assemblée entre la bûche et la galette, sans explication, et le ministre vient de nous expliquer maintenant que, tout Merci de cela serait conclure. discuté, plus tard, après la crise. Je pose la question des raisons pour lesquelles le texte qui était écrit, quand même préparé, n'est pas discuté. Donc j'aimerais avoir des explications là-dessus. Et une deuxième question, Merci. très rapidement, Madame la Présidente, sur l'éventualité d'un reconfinement, parce que c'est ce qui est débattu aujourd'hui, et notamment dans les médias. Et il serait bon que, le gouvernement nous dise si cette option est effectivement discutée, dans quelles conditions, Merci qu'est-ce qui est beaucoup. préparé, parce que ces conséquences seront extrêmement graves au niveau des libertés des gens Merci. et de la santé, notamment psychologique, de la population. Merci Donc j'aimerais beaucoup. Monsieur le ministre, peut-être une première série de réponses. Je note beaucoup de propositions bienveillantes, pragmatiques et constructives de la part de certains intervenants. Monsieur Gosselin, je ne m'adresse pas à vous, Monsieur Gosselin. Je note beaucoup de propositions constructives pour contrer, pour permettre de protéger les Français sans avoir besoin de recourir à l'état d'urgence sanitaire. Je vais répondre, mais c'est pas la première fois qu'on a ce débat. J'espère que c'est la dernière, mais je suis certain que ce n'est pas la première. Monsieur, je squeeze le Parlement, j'en suis à ma 20e heure en 2 jours de Parlement. Je pense avoir passé plus de temps au Je Parlement. crois, Monsieur Gosselin. Bonsoir Daniel Obono, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Ce couvre-feu sur tout le territoire à 18h, cette mesure raisonnable apparemment, tant au niveau sanitaire qu'économique selon Gabriel Attal. Vous êtes pour, contre ? Écoutez, moi, depuis maintenant plus d'1 an, et je pense que comme tous les Français et Françaises et les habitants et habitantes de ce pays, je suis assez dubitative des mesures que prend le gouvernement. On a l'impression qu'il continue en fait à naviguer à vue depuis plus d'1 an que dure cette épidémie. Et les propos d'ailleurs du ministre tout à l'heure ne m'ont guère convaincue.
et encore moins rassurée sur la capacité du gouvernement à planifier et à anticiper les prochains mois. Donc je pense que je vais d'accord avec les propos qui indiquaient que les prochains mois vont être difficiles et je crois que la responsabilité en est en grande partie au gouvernement. Donc on nous présente le couvre-feu à 18h comme la mesure qui permettrait d'éviter le reconfinement généralisé et en même temps, comme fait toujours la Macronie, les mesures de protection sanitaire, par exemple à l'école, restent notoirement insuffisantes. Au niveau des transports, on est toujours dans des situations où, aux heures de pointe, énormément de gens se retrouvent confinés de fait en milieu de risque de circulation. On a une campagne de vaccination qui ne répond pas aux propres objectifs du gouvernement qui en faisait tout un plat, etc. Bref, tout ça n'augure malheureusement rien de bon sous la houlette du gouvernement. Qu'auriez-vous fait différemment si vous aviez été aux affaires, la France insoumise ? Mais ce que nous proposons depuis mars dernier d'ailleurs, c'est une stratégie de planification sanitaire, une véritable planification et pas naviguer à vue comme c'est le cas depuis trop de mois. La planification de l'organisation de la campagne de dépistage, la planification de l'organisation d'une véritable relance économique et par exemple de manière très pratique à l'école la proposition que nous mettons dans le débat depuis plusieurs mois, c'est celle d'une rotation, d'organiser la société par rotation avec notamment des horaires décalés dans les entreprises mais aussi dans les écoles pour permettre qu'il y ait moins de gens dans les lieux où doivent se faire les enseignements. C'est vrai pour l'école primaire mais c'est vrai, ça peut être aussi le cas pour l'université. On sait la situation extrêmement difficile aujourd'hui des étudiants isolés, précarisés, en détresse psychologique. Donc il faut des alternatives effectivement au confinement généralisé, mais des alternatives qui soient cohérentes d'ensemble, transversales. Et ça, c'est une proposition que nous avons faite il y a plusieurs mois maintenant, qui est sur la table, mais que le gouvernement ne semble pas vouloir prendre au sérieux. En tout cas, le Conseil de défense, puisque de toute évidence, ce n'est plus tellement le gouvernement qui décide de quoi que ce soit, c'est le Conseil de défense et surtout Emmanuel Macron, qui reconnaît lui-même d'ailleurs son propre échec, puisque selon certains journaux, il se serait énervé suite à l'échec de la stratégie de vaccination. Donc, Daniel Obono, il semblerait que cet échec il soit finalement commun à beaucoup de pays européens qui naviguent à vue. Comme on dit, il semblerait qu'on soit dépassé par ce virus, et notamment ces nouvelles variants dont on nous parle, venues de Royaume-Uni, mais aussi d'Afrique du Sud et maintenant du Japon. Est-ce qu'il y a un pays qui trouve grâce à vos yeux, par exemple, dans cette gestion de la crise ? Écoutez, la situation, effectivement, est toujours celle d'une pandémie. Donc, personne n'imagine que cela va être réglé comme ça en quelques semaines ou en quelques mois, ou que seule la France y arriverait. Donc, je crois que tout le monde a le sens des réalités et des responsabilités. Nous, ce que nous interrogeons, que nous critiquons, c'est la gestion du gouvernement, qui fait quand même que notre pays, malgré ce qu'a beau dire le gouvernement et M. Véran, n'est pas celui qui maîtrise le mieux la situation. Nous sommes encore, que ce soit pour la question de vaccination, comme c'était le cas pour la question des tests, par exemple, très en retard par rapport à d'autres voisins qui, oui, sont dans une situation difficile, par exemple comme l'Allemagne, mais qui ont des niveaux de tests, de vaccination bien plus importants. Donc, est-ce qu'on tire les leçons de ça ? Et ça fait pas 3 mois que l'épidémie existe, ça fait plusieurs mois. Et d'autres pays, des pays asiatiques, même si des mesures de renforcement ont été prises, des pays du sud-est asiatique, des pays d'Océanie, je pense à la Nouvelle-Zélande, il y a des exemples où une planification un peu plus conséquente et cohérente permet que la pression sanitaire notamment soit beaucoup moins forte, que le nombre de contaminations soit beaucoup moins fort. Donc oui, je pense qu'on a quand même des marges de manœuvre et d'amélioration, et la manière dont agit le gouvernement, qui va faire en sorte que la majorité parlementaire lui octroie à nouveau des pouvoirs exorbitants, essentiellement en termes de restriction des droits et des libertés. Je ne crois pas qu'un pays, une population puisse vivre en état d'urgence
permanent et je crois qu'il est temps de mettre en œuvre des alternatives. En tout cas, nous les proposons. Nous ne disons pas que tout cela va réussir du premier coup, mais il y a des propositions sur la table que le gouvernement continue à mépriser. Et ça, c'est fort dommage, pas simplement parce que c'est nous qui les proposons, mais parce que, en définitive, on voit qu'il est quand même en échec sur toute la ligne. Alors, les vaccins, 250 000 personnes qui ont eu leur première dose en France. Le chiffre vient de tomber. La France insoumise très critique sur la part du privé, puisqu'on a appris ces derniers jours que le cabinet américain McKinsey intervenait dans cette stratégie de vaccination, tout comme la plateforme privée Doctolib, qui a déjà fait ses preuves. Doctolib, ça peut être une bonne chose quand même dans l'organisation de cette prise de rendez-vous pour les vaccins, ou c'est un aveu d'impuissance pour vous, cette initiative ? Écoutez, c'est juste la traduction de la poursuite du projet néolibéral. C'est-à-dire que vous avez eu une stratégie depuis des années, qu'a continué ce gouvernement, en fait, de déposséder l'État de ses moyens d'intervention, notamment de ses moyens de stratège. Vous vous rendez compte que les raisons qui sont invoquées pour faire appel à des cabinets privés, dont McKinsey, mais pas que, c'est le fait de dire qu'on n'aurait pas les capacités logistiques en France, dans une des premières puissances au monde, pour organiser des campagnes de vaccins. Donc on a fait appel à des cabinets conseils qui, par ailleurs, avaient déjà conseillé l'État, et conseillent l'État depuis des années, pour réduire les moyens et les budgets de l'hôpital public et pour désinvestir pour que, au final, ce soit eux, ces cabinets privés, qui aient ensuite les marchés pour mettre en place cette logistique. Donc vous voyez bien que c'est les professions autoréalisatrices, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et oui, je crois que c'est assez catastrophique de se rendre compte qu'on dépend aujourd'hui des soi-disant conseils de cabinets dont l'intérêt n'est pas l'intérêt sanitaire, mais l'intérêt financier. Donc on pourrait parler également de Doctolib et de la mise en place de ce système. Le problème en soi, ce n'est pas la question pratique, parce que tout le monde peut convenir que c'est pratique de pouvoir mettre en ligne des rendez-vous et de pouvoir organiser cela. Mais encore une fois, comment ça se fait que l'État, les services publics, le ministère de la Santé est incapable de mettre en œuvre une telle infrastructure numérique. La Startup Nation, aujourd'hui, nous explique qu'elle ne sait pas mettre en place des rendez-vous Internet du service public et elle est obligée de le privatiser et de faire en sorte que ce soit des parts de marché. En fait, voilà, encore une fois, une privatisation. Donc, en fait, voilà, on voit les conséquences de l'affaiblissement de l'État comme stratège, de l'affaiblissement de l'appareil d'État et de toutes ces structures logistiques, matérielles, mais aussi numériques, qui font la joie du marché des entreprises privées. Mais je pense que tout cela ne va pas dans le sens de l'intérêt général, notamment sanitaire, mais aussi stratégique du pays. Merci Danièle Obono, députée La France Insoumise de Paris.